très concrètes. Je suis persuadé, et c'est le message que je tiens à vous communiquer ce matin, que l'expérience russe, que l'expérience soviétique, qui heureusement est maintenant rangée dans ce que Marx appelait la poubelle de l'histoire, c'est notre expérience aujourd'hui en Europe. Je suis profondément convaincu que l'expérience soviétique, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, maintenant en Europe. Quand j'ai eu l'honneur d'être invité dans la Haute École des études économiques à Moscou il y a quelques années, j'ai eu un bref entretien avec le recteur, et je lui ai posé une question au recteur, je ne sais pas si vous vous souvenez, monsieur le professeur, je lui ai demandé que signifiait pour vos étudiants l'Union soviétique. Et je n'oublierai jamais la réponse. Il m'a dit, rien du tout. Eh bien, c'est grave. C'est bien grave d'oublier cette expérience soviétique, puisqu'elle est, je répète, la nôtre aujourd'hui. Cette antériorité du drame communiste sur l'expérience de l'Europe aujourd'hui a été, il se trouve, prophétiée par un auteur britannique qui était communiste lui aussi, mais qui vite était désillusionné par ses rêves communistes. Il a été envoyé dans les années 30, au pire moment de l'histoire russe, comme correspondant du Guardian à Moscou. Et il a eu une sorte d'épiphanie à un moment, où il regarde les foules qui passent à Moscou, qui passent dans les rues de Moscou. Il dit, je cite sa pensée, il dit « J'ai eu un sentiment qui est plus fort que je ne pourrais vous le dire, que ce qui se passe maintenant à Moscou se passera partout. Que c'était le point pivotal du drame de notre temps. Et que son dessin essentiel était dessiné ici. Que ces visages sans trait, qui marchent sans bruit par les rues anonymes de Moscou, étaient l'humanité qui marchait à travers le XXe siècle. Et je pense pour ma part que au moment de l'effondrement de la guerre froide, l'effondrement du système soviétique et de la fin de la guerre froide, que l'esprit communiste, l'esprit révolutionnaire, l'esprit de la révolution, tel un diable qui quitte une âme l'ayant induit en péché pour en coloniser d'autres, a quitté son foyer, le foyer qu'il avait occupé pendant 70 ans, pour errer ailleurs, et en l'occurrence pour venir chez nous. Pourquoi est-il venu chez nous, cet esprit? Eh bien parce que le terrain était extrêmement fertile. Pour comprendre cela, je pense qu'il faut comprendre comment la guerre froide a été menée. Quand l'Occident a remporté sa victoire sur le bloc soviétique, ce n'était absolument pas, et je le déplore, au nom de valeurs conservatrices, ou nationales, ou autres, traditionnelles. Non. C'était parce que l'Occident, qui avait en quelque sorte déclaré la guerre froide à la Russie soviétique, a cherché et a réussi, je crois, à se profiler comme plus progressiste encore, et je dirais presque comme plus révolutionnaire encore, que le communisme soviétique. Plus réussi sur le plan matériel, vous vous souvenez du fameux débat de la cuisine entre Nixon et Khrouchtchev, eh bien Nixon et l'Occident en général a relevé le défi, c'est le moment où Khrouchtchev dit « nous allons dépasser sur le plan économique », etc. Donc l'Occident a décidé de se profiler comme matériellement plus réussi et comme socialement plus progressiste. Il y a un très beau livre sur la guerre culturelle pendant la guerre froide, écrit par une Anglaise qui explique comment, avec le soutien de la CIA et avec les services américains, de nombreuses personnalités de la vie culturelle ont été soutenues, y compris par des subsides, pour montrer que l'Occident était plus en avant-garde du progressisme culturel que ne l'était l'Union soviétique. Je pense à comment il s'appelle, le compositeur allemand Stockhausen, voilà, qui a complètement détruit le concept d'harmonie. Eh bien, il était mis en avant pour montrer que les soviétiques arriérés étaient encore dans l'ère de Shostakovich. Idem pour l'art, là où l'Union soviétique dessinait encore le réalisme socialiste.
eh bien, nous avions, nous, les modèles. Et je pense donc que le terrain était non seulement fertile, mais c'était comme ça que l'Occident a rempli la victoire de la guerre froide. Et cela fait qu'une fois le communisme tombé, ou plutôt une fois l'État soviétique disloqué, eh bien, les principales croyances du marxisme révolutionnaire ont été adoptées, mais de plein cœur, en Occident. Et je pense que cette adoption se décline en trois aspects. D'abord, l'internationalisme. On dénonce beaucoup, n'est-ce pas, la mondialisation, à juste titre, car c'est effectivement un mal. Mais cet internationalisme, ce n'est pas devant ce public que je dois rappeler que l'internationalisme était évidemment un socle central de la pensée marxiste révolutionnaire. Eh bien, au moment de la fin de la guerre froide, non seulement avons-nous assisté à une explosion des échanges commerciaux et à une déréglementation généralisée sur le plan économique, ce qui est important, mais nous avons surtout assisté à la création d'instances supranationales qui détruisent les souverainetés nationales, sur tous les plans. Que ce soit l'OTAN qui se donne une vocation d'être le gendarme du monde, que ce soit les Nations Unies qui d'eux-mêmes se veut le gendarme du monde et qui s'est arrogé des droits que jamais elle n'avait eu pendant la guerre froide, le droit d'ingérence notamment, ou que ce soit bien évidemment l'Union européenne qui voulait évoluer vers une entité et a réussi à évoluer vers une entité de type fédéral, c'est-à-dire supranationale, ou que ce soit le GATT qui a été transformé en Organisation mondiale du commerce. Il y a un grand nombre de pas institutionnels qui ont été pris, qui ont construit cet internationalisme, cette gouvernance mondiale dont les soviétiques ne pouvaient que rêver. C'est la première chose, c'est le premier élément. Ensuite, l'Occident a adopté, me semble-t-il, et je répète de plein cœur, et c'est en fait, les trois aspects, c'est celui qui me répugne le plus. L'Occident a adopté et embrasse maintenant de manière totalement enthousiaste le concept de révolution. Le concept de révolution. Partout où vous regardez dans le monde aujourd'hui, que ce soit en Syrie ou dans les autres pays arabes ou en Ukraine, toujours la révolution est présentée comme une valeur positive. Il y a 25 ou 30 ans, les Occidentaux ricanaient sur la propagande soviétique qui consistait à prôner, n'est-ce pas, les révolutionnaires. On a bien vu que c'était une propagande cynique. Maintenant, nous y croyons en Occident. Nous y croyons tellement que nous sommes prêts, n'est-ce pas, nous, enfin pas nous dans cette salle, mais nos gouvernements, à soutenir les hommes de violence en Syrie ou en Ukraine au nom de la révolution. Au nom de la révolution contre le principe étatique. C'est ça qui est le grand mal aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est l'État qui est considéré comme le grand mal. L'autorité. On met en avant, n'est-ce pas, le dictateur Assad ou le dictateur Yanukovych pour justifier cette obsession avec la révolution. Autre aspect, qui est une sous-catégorie de celui-ci, c'est la façon dont l'Occident maintenant a choisi de juger ses ennemis politiques dans des procès bidons. C'est de la pure pratique bolchevique, c'est de la pure pratique bolchevique. Maintenant, avec la création d'un grand nombre de tribunaux internationaux, nous sommes dans les toutes premières années de la révolution bolchevique. Je n'ai pas besoin d'évoquer aussi les grands procès spectacles des années 30, mais cette pratique d'utiliser la procédure judiciaire pour enseigner au peuple, pour enseigner au prolétariat les grandes leçons de l'histoire, les grandes leçons de la politique, eh bien, c'était une politique, je répète, des toutes premières années de la terreur bolchevique. Et puis, dernier élément, troisième élément, je conclue, mais en fait, je devrais recéder la parole à Maxence, c'est le matérialisme dialectique. Alors, nous l'avons adopté en Occident aussi, dans la mesure où nos États, enfin, nos sociétés ne croient plus à l'ordre naturel, à l'ordre du tout. Nous croyons au contraire
que tout est en évolution et qu'il n'y a pas d'ordre naturel ni en politique ni dans la société. C'est la raison pour laquelle cette obsession avec l'homosexualité et le transgenre et toutes ces âneries autour du concept de la sexualité sont tellement mis en avant, puisque toutes ces questions-là, eh bien, elles typifient, elles incarnent en fait cette mentalité, n'est-ce pas, évolutionniste, selon laquelle un homme peut évoluer en une femme, etc. D'ailleurs, si nous semblons avoir abandonné Marx, il ne faut jamais oublier qu'autour du tombeau de Marx, si j'ai bonne mémoire, en 1883, à Londres, se réunissaient non seulement Engels et quelques vieux camarades de Marx, mais surtout le futur directeur du musée de l'histoire naturelle de Londres, l'un des plus grands darwiniens de tous les temps. Et Engels, qui a prononcé l'oraison funèbre, a dit que tout comme Darwin avait libéré l'homme de Dieu en montrant les règles scientifiques de l'évolution, Marx, lui aussi, avait libéré l'homme en découvrant les lois concrètes et scientifiques de l'économie. Donc il y a un lien très direct entre le darwinisme que nous continuons bien sûr à considérer et le marxisme. Voilà pourquoi je conclus en vous annonçant une nouvelle, mais qui n'en est pas une pour vous, un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Merci.